Voilà. Paf. C'est bon. Allez, un coup de diapo. Normalement, tu peux le faire avec la souris. Oh, ça va, je vais le faire. Grâce à... C'est bien. On n'est pas sans fil ici, hein, quand même. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, donc une réflexion qui nous conduit au pôle image et réseau à essayer de... Et je dirais, c'est conduit cette réflexion avec d'autres organismes, dont BICOM, qui est l'Institut de recherche technologique pour la Bretagne, d'essayer de marier quelque chose qui est la transition énergétique et les TIC, qui sont plus spécialement la spécialité d'image et réseau. Alors, simplement un petit rappel, la RSE, ça nous apprend à fixer des priorités pour relever des défis. C'est ce que c'est, là. Donc, d'abord identifier les défis et ensuite fixer les priorités pour être efficace. Ce que nous pensons à Image et Réseau, c'est que la transition énergétique est sûrement l'un de ces défis et sûrement l'une des priorités qu'on doit adresser. Alors, je fais les deux. Voilà. Simplement pour nous mettre en appétit, la courbe traditionnelle, pour rappeler que les TIC, avant d'être vertueux au point d'aider la transition énergétique, sont d'abord des gros consommateurs d'énergie. Les courbes que vous voyez ne sont pas des courbes projetées qui figurent le futur, c'est des courbes relevées qui figurent le passé. C'est-à-dire que entre 2007 et 2012, il y a une croissance assez phénoménale de la consommation qui est faite, d'électricité qui est faite par, d'une manière générale, les TIC, bien que, au passage, on a en même temps, dans cette même période, la loi de Moore qui nous donne des marges de manœuvre, puisque cette loi de Moore dit précisément ou pas précisément que la puissance de calcul, la puissance de travail des composants électroniques double systématiquement entre 18 et 24 mois. Et donc, pour faire le même travail, on a besoin simplement, en gros, de 2 fois moins de composants tous les 18 mois ou tous les 24 mois. Ce qui est un début de consommation d'énergie s'il en était, sauf que bien que ces composants soient 2 fois moins nombreux, comme ils sont 2 fois plus puissants, effectivement, ils continuent à consommer beaucoup. Et donc, il y a d'abord un premier travail de réflexion au niveau des TIC, ce qui est fait d'ailleurs au sein du pôle image et réseau, où il y a un certain nombre d'appels d'offres, d'appels à projets, qui ressortent typiquement des économies d'énergie au niveau des TIC. Alors, vous avez probablement tous entendu parler de ce qu'on appelle l'anthropocène, alors qui est la nouvelle ère de la vie du monde. Alors il y avait plein de ères qui se terminaient en scène, et donc depuis 3 ou 4 ans, un chercheur américain a introduit le terme d'anthropocène, c'est-à-dire en fait l'ensemble de l'écosystème de la Terre, modelé par le début du mot, c'est-à-dire anthropo, c'est-à-dire l'homme. C'est-à-dire que depuis, d'après ce chercheur, 1784, date d'invention de la machine à vapeur, l'homme a une empreinte considérable sur l'environnement au point de modifier le comportement complet de l'écosystème Terre. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas le mot, c'est pas grave, vous avez là, en gros, 24 indicateurs et une carte. Les indicateurs qui sont marqués ici, alors je m'éloigne un tout petit peu, qui sont toute la série de courbes, les 24 courbes des indicateurs qui sont sur la droite du tableau, montrent une accélération fantastique de ces indicateurs depuis 1950. C'est un petit rappel, une génération c'est 30 ans, et ça c'est important de le voir, c'est-à-dire qu'en gros, comme je dirais l'informatique existe véritablement depuis le début des années 70, et que Internet existe véritablement depuis le début des années 80, on n'a pas encore tout à fait parcouru, ou presque parcouru, une génération, c'est-à-dire que tout ce qui a étudié l'informatique ou Internet depuis 1980 va arriver aux commandes de l'industrie. C'est-à-dire à partir des années 2010-2020,
alors qu'on était dans une période de transition douce, on risque d'avoir une période de transition extrêmement brutale avec l'arrivée aux commandes de l'industrie, aux commandes de l'administration, aux commandes de l'éducation, des gens qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les digital natives. Jusqu'à présent, nous étions, nous, que des gens qui s'adaptaient à cela. Là, on va avoir des gens qui sont nés dans les écrans, avec les écrans, sur les écrans. Alors, ça c'est aussi, s'il faut que je fasse la même chose là, voilà. En France, les TIC représentent 5% de la consommation d'électricité. Tout le monde n'est pas d'accord sur la statistique. C'est une statistique qui date de 2009. Elle est probablement un petit peu surévaluée. Mais simplement que la consommation électrique des TIC, c'était la production de 8 centrales électriques, autant que 8 villes de plus d'1 million d'habitants ou encore 114 millions d'ampoules de 60 watts allumées en permanence pendant un mois. C'était la consommation française. C'est probablement, je vous dis un petit peu surestimé, on est probablement plus près de 10% que de 13%, mais c'est déjà considérable. Mais d'un autre côté, quand on regarde l'empreinte des TIC sur l'économie d'un pays comme la France, on en est à 77%. Alors il y a en gros 5% qui sont véritablement à un impact direct, c'est-à-dire l'investissement réalisé dans les TIC, la production des TIC. S'ajoutent 12% de gens qui vont utiliser les TIC pour modifier leur processus. Et s'ajoute à cela 60% de gens qui vont profiter des TIC pour créer de nouvelles activités, pour se diversifier, etc. Ce qui fait 77%, c'est l'impact des TIC sur l'économie de la France. Il reste en gros un petit 22%, 23% de réfractaires, des gens qui ne sont pas impactés ou qui ne sont pas concernés par les TIC. Donc d'un côté, vous avez une consommation qu'on peut qualifier de tout à fait alarmante, ou alarmiste, ou alarmante, non. Et d'un autre côté, on ne peut pas faire l'économie de ça quand on en a un impact sur 77% de l'économie d'un pays. Et tout ceci n'est pas fini. Vous avez ici, ce coup-ci, les prévisions. Alors sur la gauche, vous avez les photos d'un des centres de Google. C'est ce que j'appelle les entrailles de Google. Il y en a 17 comme ça. Et là, vous avez à côté une courbe de croissance qui montre la croissance, par exemple, des objets connectés. Alors, il y a plusieurs statistiques ou études qui ont été faites, et là, Cisco est arrivé et Ericsson est arrivé en gros en disant qu'à l'entour de 2015-2020, il y aurait 50 milliards d'objets connectés dans le monde. Morgan Stanley a fait un peu mieux, il a dit 75 milliards. Et l'IDAT, qui vient de sortir son étude sur le M2M et l'Internet des objets, lui, il propose carrément 80 milliards. 80 milliards d'objets connectés, et ce qui est visé un peu partout dans ce domaine-là, c'est 200 objets connectés par personne dans le monde. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, à un moment donné, va se trouver à la tête, si on peut dire, de 200 objets connectés qui vont l'environner. Que ça ira d'objets connectés, de ceux qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les téléphones, les PC, les tablettes, etc., jusqu'aux réfrigérateurs, aux systèmes de sécurité, aux montres, etc., etc. 200 objets connectés dans notre environnement par personne. Alors, ça c'est la considération, disons que là il y a quelque chose à faire. Maintenant, quand on regarde ce qu'on appelle les révolutions industrielles passées, il y en a eu 3. J'ai mon directeur général qui à chaque fois me fait ça. 3 qui ont été parfaitement identifiés, qui a eu l'arrivée de la machine à vapeur, 1784, l'électricité un peu plus tard et les moteurs à combustion interne, qui ont amené des ruptures énergétiques, multipliant par un facteur très important la capacité de produire et de transformer. À chaque fois, il y a eu effectivement une rupture énergétique à chaque fois de ces révolutions industrielles. Les TIC ne sont pas du tout à l'échelle de cela. En gros, d'abord parce que ça représente que 5% du PIB mondial, 5-6% du PIB mondial, et deuxièmement, il n'y a aucune rupture énergétique avec les TIC. Ça n'a rien amené, ça n'a rien retranché, ça permet mais ça ne multiplie pas la capacité de transformation ou la capacité de production. Et donc les TIC ne sont pas une révolution industrielle. Il y a même certains chercheurs qui disent en gros que l'une des origines de la crise que nous connaissons, indépendamment de la crise financière et économique, c'est qu'il n'y a pas d'innovation majeure depuis pas mal de temps.
C'est une crise de l'innovation que nous connaissons. Et quand on a une crise de l'innovation qui n'apporte rien, eh bien on vit dans l'illusion permanente que ça va apporter quelque chose. Et entre vivre dans l'illusion et vivre à crédit, il n'y a pas loin. La preuve, dit ce chercheur, c'est un chercheur du MIT quand même, c'est pas n'importe qui. La preuve, c'est la bulle Internet. On a créé une bulle financière sur rien. Et donc on vit à crédit, et ça, c'est une des causes de la crise que nous connaissons. Et donc là, il y a quelque chose aussi, une réflexion à avoir, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelque chose de possible qui va nous permettre de passer ce cap? Eh bien, l'une des réflexions... Oui. Il est imprononçable et donc j'ai renoncé à le retenir. Mais je l'ai quelque part et je vous le donnerai. Hein. Et donc, le point fondamental, c'est de dire, est-ce que la transition énergétique n'est pas cette révolution industrielle? À partir du moment où on veut soit produire de nouvelles énergies, soit faire ce qui est une autre production des économies dans le domaine de l'énergie, eh bien on va permettre effectivement de revenir sur une rupture énergétique, et cette rupture énergétique va entraîner elle-même des innovations. Et donc toute la réflexion que nous avons eue pendant pas mal de temps au sein du pôle Images et Réseaux, c'est d'essayer de promouvoir la transition énergétique à travers bien évidemment ce qui nous concerne en premier, c'est-à-dire les TIC, comme étant, je dirais, quelque chose à aborder absolument en priorité pour relever le défi de la transition énergétique. Donc, on joue en plus sur les deux thèmes, puisque d'un côté, si on fait ce chemin-là, on va aller vers une économie d'énergie en rendant moins énergivores les TIC, et d'un autre côté, ces mêmes TIC vont permettre, à travers un certain nombre d'initiatives, d'aller vers soit la production d'énergie nouvelle, soit la consommation régulée d'énergie, soit l'économie d'énergie. Il me fait les gros yeux, là, j'ai dû... Non, ça va. C'est bon? On peut avoir 5 minutes. Alors, simplement, là, je vais une petite photo. Voilà l'illustration, tout le monde l'a reconnue. Je ne pose pas de questions, c'est Buzz Aldrin. Il dit, en gros, on m'avait promis des colonies sur Mars, et en fait, on m'a donné Facebook. Voilà. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est dans la MIT Technology Review, c'est le fameux bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, où on voit développer ces nouvelles thèses du manque d'innovation et que la transition énergétique est probablement la future révolution industrielle. Donc en fait, concevoir et réaliser un système de production automatisé, concevoir un véhicule connecté, fait partie aussi de cette transition énergétique. Mettre en place un système de gestion optimisé des consommations électriques, concevoir un système de production automatisé, tout ça, ça fait partie. Et au passage, là, je viens de citer pratiquement les 3-4 pôles qui sont autour de nous. Eh bien, tout ça, ça fait partie de cette transition énergétique qui va pouvoir et devoir être réalisée par l'utilisation des TIC et évidemment en conjonction avec les domaines d'application concernés. Alors, l'éthique pour le meilleur et pour le pire, est-ce que les TIC sont génératrices de richesse et d'emploi? Question. C'est fait partie quand même de la RSE, ça. Hein. Est-ce qu'on va casser de l'emploi ou est-ce qu'on va en générer? Les TIC sont-elles génératrices d'un lien social? Ça aussi, c'est important. Et puis, quel bilan établir? Eh bien, on va y aller rapidement. Voilà les créations d'emplois. Oui, il y en a plein. Vous avez ici un peu plus d'une demi-douzaine d'études qui ont été révélées récemment et qui montrent les créations d'emplois dans Internet, dans le cloud, dans les TIC en général, dans l'écosystème Apple, si on peut leur faire confiance, ils ont créé des emplois. L'économie des applications, les big data, etc. La dernière en date, qui est une étude de Gartner et d'IBM, montre qu'à fin 2015, l'utilisation de l'analyse, ce qu'on appelle l'analytique et des big data, aura généré dans le monde 4,4 millions d'emplois supplémentaires. Ce que ne disent pas ces études, c'est le nombre d'emplois qui ont été supprimés entre-temps. Alors,
ces emplois auraient peut-être été créés même sans Internet, en gros, pour simplifier, et les emplois détruits auraient peut-être été détruits même sans Internet. Mais dans toute la cause, il y a là ce qu'on appelle une destruction créatrice, ou un phénomène dit de déversement, qui fait que certains secteurs s'amoindrissent pendant que d'autres croissent. Ce n'est pas les mêmes secteurs, ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes pays, c'est d'où le phénomène de déversement. Voilà, j'ai un superbe message comme quoi Microsoft PowerPoint a cessé de fonctionner et qu'il est en train de rechercher pourquoi. Voilà, donc moi je vais vous le donner là-dessus. Alors, vous avez deux courbes ici qui sont intéressantes. C'est l'emploi privé aux États-Unis, avec qui est en bas, et face à la productivité. Jusqu'à présent, jusqu'au début des années 2000, l'emploi privé et la productivité ont suivi des courbes quasi parallèles. Depuis le début des années 2000, il y a ce qu'on appelle le grand découplage. C'est-à-dire que la productivité continue à croître, l'emploi privé diminue. Et donc là, il y a quelque chose à voir, c'est ce qu'on appelle le phénomène de déversement. Alors, monsieur Robert Solow, en voilà un qui a été cité, il disait en gros, on peut voir l'arrivée des ordinateurs à peu près partout, sauf dans les statistiques de productivité. Et donc c'est quand même un prix Nobel d'économie qui dit ça, ça vaut quand même le coup de le citer. Et puis il y a un phénomène d'explication derrière, c'est que, en gros, tout à l'heure je vous parlais de la génération, d'une génération est égale à 30 ans. Lorsque l'électricité est arrivée, je dirais, chez tout le monde, il a fallu 30 ans pour qu'on voit des gains de productivité dus à l'électricité dans l'industrie. L'explication qui est donnée, c'est qu'en gros, il faut une génération de gens qui arrivent au pouvoir dans les usines pour passer de la machine à vapeur à l'électricité. Et c'est pour ça qu'il y a un phénomène de décalage permanent entre l'arrivée d'une technologie et son utilisation, je dirais, un peu partout. La création de lien social, oui, il y a du lien social qui s'est créé, même s'il est virtuel, je fais court. En gros, l'Internet du futur, nous dit Facebook, sera social, local et mobile, solo mot. Et donc là-dedans, il y a social, c'est pour passer de ce que Patrick Lelay, breton célèbre, appelait l'économie de l'attention à ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la contribution. Alors l'économie de l'attention, c'est que Patrick Lelay, en donnant une grosse caricature, disait « Je ne vends pas du Coca-Cola, je vends de la minute de disponibilité d'attention ». Et donc à ce moment-là, on avait une économie de l'attention. Maintenant, c'est une économie de la contribution. Tout le monde veut être contributeur. Et on recherche des contributeurs. Vous donnez des avis, vous donnez vos recommandations, etc. Ça crée du lien social, ça crée des communautés. Donc ça, c'est vrai, c'est positif, mais c'est un lien qui est virtuel puisque vous ne connaissez pas les gens auxquels vous allez donner des avis. Vous ne connaissez pas les gens auxquels vous allez faire des recommandations. Par contre, ça peut vous rapprocher un peu plus souvent de vos amis. J'en ai pas encore vu qui regardaient leur smartphone, mais ça va pas tarder. Et il me dit que je dois terminer. Eh bien, ça tombe bien. Voilà le bilan. L'éthique crée des emplois, mais l'éthique contribue à déplacer des emplois. L'éthique contribue à créer ou recréer des liens sociaux par la contribution, l'échange, le partage, l'interaction. Mais l'éthique ont pu contribuer à détruire les liens et leur absence ne permet pas de les recréer. Il y a donc s'il y a fracture numérique, il y aura fracture sociale. Et l'éthique sont au cœur de la transition énergétique, révolution industrielle à venir, mais l'éthique consomme beaucoup d'énergie, doit faire leur propre révolution. N'oubliez pas, on est dans une ère nouvelle, l'ordre de grandeur, c'est le milliard d'unités. On vient de fêter, je dirais, les 100 milliards de téléchargements d'applications depuis le début de l'année. C'est le milliard d'internautes, c'est le milliard de fans, c'est le milliard d'amis sur Facebook, etc. Et la valeur de ça en richesse que ça représente, c'est ce qu'on appelle en français le billion, c'est-à-dire le trillion en américain, c'est-à-dire 10 puissance 12, c'est-à-dire 1000 milliards d'euros. Dès qu'on commence à parler de ce niveau-là, aussi bien en termes énergétiques qu'en termes de marché ou d'impact, on est à ce niveau-là. Donc il y a un passage à l'échelle qui est tout à fait nécessaire. Et c'est fini. On est dans les timings.